Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit book haul du mois de mai qui regroupe donc les petits achats que j'ai fait en avril. Sachez que le mois de mai risque d'être un peu chargé en livres parce qu'il y a les deux gros salons que j'achète le plus dans l'année qui se trouvent dans le même mois, donc Westurland et les Imaginales où vous pourrez retrouver les trois normes sur les deux événements. Je tiens juste à vous prévenir que les auteurs auront des heures de dédicace. Je sais que aujourd'hui à Westurland, Émilie sera de 15 à 17, moi je serai là sur tout le stand et Arnaud aura des dates aussi précises de dédicaces et je vous les mets sur Instagram si vous avez envie de nous voir. Et sur ce, j'ai très hâte de vous voir sur ces deux événements, notamment avec la nouvelle sortie de La Reine de Fer. Je dois aussi vous remercier parce que depuis qu'il est sorti, les salons qu'on a pu faire depuis la sortie, vous êtes particulièrement sympathiques en ce moment. Donc ça me touche beaucoup et on commence. Alors, petits achats, faut dire ce qui est, j'ai pas reçu autant de choses que je le pensais. Mon envoi Pocket SP d'habitude n'est jamais arrivé à la maison. Ça va être aussi un petit book haul particulier parce que tous les livres que j'ai achetés autrement qu'en salon sont restés dans la librairie. Mais je vous raconte ça, mais je les ai oubliés sur place. Voilà. Mais je vous les présenterai quand même. Les deux premiers livres sont en réalité un seul et unique tome. J'étais très étonnée que l'éditeur me contacte pour faire un service presse avec moi sur ce titre. D'autant plus que je boycotte la maison d'édition grand format et que j'ai jamais travaillé avec eux. J'ai aussi accepté d'une part parce que j'avais envie de connaître le texte. C'est une préquelle, j'avais lu le texte majeur il y a quelques années ça maintenant et j'avais envie de connaître un peu plus de choses sachant que les avis que j'avais eus sur ce livre me poussaient à dire que c'était beaucoup plus historique, qu'on en apprenait, que c'était plus, que c'était pertinent et aussi parce que j'ai envie de travailler plus avec des maisons d'édition poche. Vous voyez très bien mon avis sur le poche et c'est quelque chose que je vais mettre plus en avant sur la chaîne même si en général on reçoit assez peu de services presse poche. En général c'est toujours les grands formats qui sont privilégiés. Et je vous présente donc le préquel du prieuré de l'Oranger, donc un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Samantha Shannon qui a écrit bon nombre d'ouvrages, elle a écrit aussi Bonne Season que j'ai lu en anglais à l'époque, une partie du moins. Et donc j'ai lu ces livres en deux parties. Alors c'est publié chez De Saxus, je suis bien au courant, je boycotte ouvertement De Saxus et après avoir pesé le pour et le contre, je me suis autorisé le fait que pour certains titres qui me tentaient, je vais passer par le poche pour soutenir au moins la maison d'édition. Parce que j'ai plus tellement l'opportunité d'aller en Angleterre aussi souvent dû au fait de mon travail et surtout que la majorité des sites où on peut commander en anglais sont liés plus ou moins à Amazon. Et donc voilà, là on se retrouve un peu emmêlé voilà, dans mon éthique et je me suis dit que la majorité des revenus, vers l'essentiel des revenus, revient à J'ai lu et à Samantha Shannon. Bien sûr, il y a une petite partie qui revient à De Saxus, mais c'est les soutenir beaucoup moins qu'en grand format. Je pense que j'accepterais peut-être si God Killer sort en poche, mais j'éviterais toute autre sortie. Pour le coup, là, c'est parce que j'avais vraiment envie de connaître le préquel. Alors, c'est coupé en deux, le tome en grand format était assez gros, le prieuré de l'Oranger pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un univers de fantasy qui m'avait énormément plu à l'époque, par deux manières, le fait que je l'ai lu en avant-première parce que j'étais partenariat avec l'éditeur à l'époque, et donc j'avais pas eu la vague de fans qui en a suivi, et surtout je pense que c'est le premier livre de littérature LGBT fantasy que j'ai lu, et que ça m'a forcément fait aimer le livre parce qu'il y avait tellement peu de représentation à l'époque, hein, on parle de bouquins qui sont sortis il y a quelques années maintenant. Et voilà, ça parle de dragons, ça parle de reines, de reynômes. Vous avez une reine qui a pour rôle essentiel de procréer pour perpétuer la lignée. Et dans le prieuré de l'Oranger, il y a plusieurs personnages qui vont se rencontrer dans un royaume en proie à un grand danger. Voilà, je vais pas vous en laisser plus, c'est assez cliché comme histoire, hein. C'est pas forcément l'histoire de fantasy qui importe dans le texte aussi, je pense que c'est plus le rapport au personnage. Et donc là, c'est de ce que j'ai lu, parce que j'ai lu les 50 premières pages du premier tome, l'explication de comment a été fondé le Reynôme qu'on suit avec Sabran, donc toutes les grandes reines qui ont existé, la manière dont ça a été fait, ce genre de choses. Et a priori, là, on va suivre une reine en particulier, hein, je pense qu'à un moment, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'on va suivre surtout la menace
dans le tome qu'on connaît, mais qui est pas vraiment exploité parce que c'est un des gros défauts de cette saga-là, c'est que malheureusement la fin finit un peu en haut de boudin et on nous fait tout un truc pour pas grand-chose. Là, je pense qu'on va être un peu plus dans l'action et ça va permettre de développer un peu plus l'univers qui manquait un peu de world building. On passe à des lectures qui sont un peu plus adultes, parce que là on est vraiment sur du young adulte. Un texte, alors j'ai tellement hâte de le lire, en même temps j'ai pas envie de le lire parce que je sais que c'est fini. C'est Titus d'Enfer, donc là c'est Titus Errant, le 3e et dernier tome du cycle de Gormenstadt de Mervyn Peake. Donc vous savez, c'est mon petit coup de cœur du début de l'année, Titus d'Enfer et sa suite. C'est un livre qui est beaucoup moins épais parce que, pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris, ce cycle est un cycle inachevé. Mervyn Peake est tombé malade, voilà, il avait des maladies mentales assez importantes et il a été interné, il n'a jamais terminé son récit. Et donc là, on suit Titus, ce jeune homme qui arrive au monde dans le premier tome et dont la naissance va bouleverser ce royaume et les intérêts des personnages, dont un des personnages va essayer de tirer profit de tout ça. Et dans le deuxième tome, voilà, je vous en ai déjà parlé, mais on va le suivre. Et là, Titus a 20 ans et on va le suivre un peu à l'étranger. Je pense que ça va être une lecture frustrante dans tous les cas parce que il est assez court et que voilà, à un moment ça va se terminer. Mais c'est un cycle que j'ai tellement aimé et j'aime tellement la plume de Mervyn Peake. J'aime tellement l'humour qu'il y a derrière les mots, les jeux de mots, les pensées, les personnages, l'univers qui est incomparable à tout ce que j'ai lu, que j'ai vraiment envie. Voilà, le côté surréalisme, ça me plaît énormément. Chez Christian Bourgois, j'ai pris ce petit poche parce qu'ils viennent de sortir une collection qui est la collection Globe, si je ne dis pas de bêtises, une collection de petits poches sur plein de thèmes différents, parce que Christian Bourgois, je vous présente les collections imaginaires et tout ce qui est Seigneur des Anneaux, mais quand on me voit les listes, forcément il y a d'autres choses, et ils sortent des poches sur des thèmes très différents. Il peut y avoir autant du true crime que des romans de littérature classique, des romans étrangers, et là je me suis pris du nature writing, tout simplement parce que ça se passe dans un pays que j'ai eu la chance de visiter et que j'ai envie de découvrir la plume d'une autrice à ce sujet. C'est donc La Montagne Vivante de Nan Shepherd. C'est une femme qui est considérée comme une pionnière du nature writing. Donc le nature writing, pour ceux qui parlent très mal anglais, c'est tous les textes qui parlent de la nature par un biais ou un autre. Pour exemple, La Panthère des Neiges, Into the Wild, voilà, tous ces classiques-ci. Donc c'est des voyages qui se situent dans les montagnes écossaises du Cairngorm. Ça a été écrit en 1940. Et donc ça se passe en Écosse, dans les paysages, et dans les montagnes écossaises que j'ai vu rapidement, mais c'est pas là où j'ai passé plus de temps. Et voilà, j'aime bien la mise en page qui est très simple mais très bien faite. Et c'est un tout petit roman court, mais tout ce que j'ai lu du nature writing, ça m'a plu. À part Into the Wild. Mais tout le reste, ça commence, on décrit la nature, l'ode à la nature et ce genre de choses, j'adore ça. Et ça va me faire une petite pause. Et en même temps, je serais pas dépaysée avec les montagnes parce que vu le temps qu'il fait dehors en Normandie depuis des mois, on est dans cet univers-là. Et enfin, en service presse, un livre que je suis en train de lire actuellement et je peux vous dire que je me marre, je sais pas drôle mais je me marre parce que c'est un livre de bonhomme et ça se voit. C'est La Sonde et la Taille de Laurent Manthez chez Albin Michel Imaginaire. C'est un texte qui est donc la dernière aventure de Conan. Voilà, c'est un texte sur Conan le barbare, mais un Conan, vous savez, il y avait eu des rumeurs de films avec Schwarzy pendant un moment, il voulait refaire un Conan vieillissant, bah c'est ça. A priori, Conan est malade, tout le monde essaye de prendre sa place, mais le bonhomme va pas se laisser faire, sachant que quelqu'un lui propose une sorte de sérum ou une sorte de clé pour sortir de cette maladie, mais il risque sa vie pour le faire aussi. J'ai lu les 50 premières pages hier soir, la plume est étonnamment riche. Alors c'est très descriptif, les phrases sont très longues, je pense que ça peut perturber certains lecteurs, mais ça m'a fait rire parce que on suit un trappeur au début, voilà, et c'est un truc de bonhomme parce que les descriptions, j'ai jamais lu ça vraiment dans d'autres bouquins, mais on parle de son engin dès le début, voilà, voilà, en général on parle pas de ça autrement que dans une scène olé olé, là c'est du genre non, c'est pas hors contexte, et surtout le mec se chie dessus au sens propre et c'est décrit pendant le genre qui s'est chié dessus, donc j'étais en mode ouais, bah, c'est un truc de bonhomme, quoi. C'est particulier. Je veux dire que quand le mec s'est chié dessus, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, il y a que dans Conan que je peux lire ça. Mais j'ai hâte de lire ça et j'ai hâte de voir Conan parce qu'on l'a un peu encore vu, pour le coup, un peu vieillissant et ça se place dans les terres froides et ce genre de choses. Et là, il y a des créatures pas gentilles qui apparaissent et j'ai hâte et surtout que la plume me plaît bien pour l'instant, donc j'accroche.
Ensuite, alors là, je vais vous afficher les textes parce que je suis allée au Légendarium à Arras, donc une librairie indépendante que j'adore, qui est spécialisée dans l'imaginaire. Et avec le libraire, on s'entend très bien. Voilà, et on papote. Et en fait, je me suis rendu compte à la moitié de mon trajet dans la voiture que j'avais oublié les livres que j'avais achetés chez lui. Donc il doit me les envoyer, donc je vais les recevoir bientôt, mais je vais vous les présenter tout de suite parce que je les ai achetés quand même. Donc, le premier livre que je me suis pris, c'est Piranèse en poche, qui est de Susanna Clarke. C'est un texte, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, qui a été totalement influencé par Cornelius et Pepper, qui en ont beaucoup parlé. Et c'est un texte qui mélange un peu l'univers des backrooms à ce que vous m'avez dit, et c'est un truc qui, voilà, j'adore faire le dupe, donc j'aime bien ces univers-ci avec de la mythologie. Donc très très hâte, c'est très contemplatif. J'avais pas acheté le grand format parce qu'à mon sens, quand je l'avais feuilleté en librairie, c'était clairement beaucoup trop cher pour ce que c'était en termes de prix, papier, mise en page et tout. Moi, je fous pas autant d'argent pour si peu de pages. Voilà, je suis un rat et à un moment, il y a des moments où je dis les éditeurs, ils se foutent un peu de notre gueule quand même sur certaines choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai attendu le poche, sachant que je vais acheter beaucoup de poches pour un simple fait, c'est que j'ai plus de place dans ma bibliothèque, vraiment ça déborde de partout. Il faut que je vous fasse un bibliothèque tour bientôt, mais c'est des bibliothèques, là mes bibliothèques sont, c'est pas ma future bibliothèque, donc c'est un peu ma bibliothèque de transition, mais ça pourrait être intéressant de voir un petit peu une bibliothèque qui est pas super bien rangée. Je me suis pris ensuite Wereward Pines. Alors c'est un texte que j'ai pris parce que déjà j'adore l'esthétique de la maison d'édition, c'est Galemaster je crois qui fait ça. Qui en plus publie des choses que je n'ai jamais vraiment lues, mais publie des choses très intéressantes. C'est une sorte de policier. Vous allez voir que j'ai pris des policiers fantastiques. Là, j'ai envie de lire ça, j'aime bien. Et c'est une sorte de policier alors qui a inspiré la série très très connue et qui se passe dans une ville. Un peu ville, vous savez, américaine ou anglaise, perdue dans la forêt, quoi. Pas de communication, vraiment un peu rurale, et où il y a des crimes, et a priori, il y aurait des choses un peu space qui se passent. Werewolf Pines, c'est l'histoire d'un mec qui va perdre la mémoire, qui se réveille au milieu de nulle part dans l'Idaho, et il n'a aucun téléphone, voilà, il est dépourvu de tout moyen de communication, il n'a pas de papier et ce genre de choses, il peut joindre personne. Il se rend vite compte dans sa mémoire parcellaire qu'il était à la recherche de 2 agents qui ont mystérieusement disparu et tout va être bouleversé du moment qu'il retrouve un de ces agents profondément mutilé dans une ville où il y a des choses qui se passent qui sont assez étranges, quoi. C'est en 3 tomes, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout que Blake Crouch, je crois que c'est le nom du monsieur, contre toute attente, il est invité aux Imaginales parce qu'il sort une nouveauté. Voilà, qui va être adapté à la télé. Et malheureusement, j'étais invitée à la soirée presse pour Apple TV et ce genre de choses, mais c'est quand je suis c'est le jour où je pars pour les Imaginales, je serai pas là. Mais j'ai hâte de faire dédicacer mes exemplaires, donc j'aimerais bien les recevoir bientôt pour pouvoir en lire un et au moins le faire dédicacer. Mais ça me tentait énormément, et puis c'est un classique. J'ai envie de lire de l'imaginaire que je lis peu habituellement. En ce moment, j'oscille tellement entre la panne de lecture, le boulot, et j'ai envie de faire plein de choses d'autres que lire, que je me suis tâtée. C'est le bureau des affaires occultes. Je m'étais pas forcément tournée particulièrement vers ce livre, je l'ai vu partout, en librairie, en bibliothèque et tout, parce que j'ai pensé au début que c'était plutôt un policier qui surfait avec les trucs un peu ésotériques et tout. C'est pas forcément quelque chose qui aurait atteint mon petit cœur. Et vous êtes plusieurs à me dire, mais non, tu vas voir, il y a une dose de fantastique. Ça se passe dans les années 1830, je crois, à Paris, sous le régime de Louis-Philippe. Et on a vous savez, Vidocq et tout, personnage très important historiquement parlant. On suit un mec, je crois qu'il s'appelle Verne, voilà, qui est inspecteur et qui va être muté en fait dans cette nouvelle brigade un petit peu d'enquête. Il y a des crimes bizarres qui se passent, qui mélangent science, occultisme, peut-être magie, et on va mettre Verne à la tête de ce bureau des affaires occultes qui gère ces crimes en avant avec où il y aurait de l'alchimie et ce genre de choses, parce qu'il s'y connaît un peu en médecine et il a l'air d'être un peu dans ce délire-ci, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce livre, vous m'avez recommandé, j'ai des plus ou moins proches, des gens de ma connaissance qui l'ont lu, qui sont pas forcément des fans d'imaginaire, mais qui ont accroché. Il y a des fans d'imaginaire qui ont accroché à ce policier, donc ça me permettrait de découvrir un petit peu ça, parce que faut savoir que l'occultisme en littérature, c'est un sujet qui est très glissant pour moi, parce qu'il y a des très très mauvais livres, et qu'en général, j'en ai lu pas mal quand je faisais des sélections de manuscrits, voilà, pour certaines maisons d'édition, et c'était vraiment pas toujours ma tasse de thé, et surtout c'était souvent
pas très original et très dans les théories complotistes et tout. Là, j'espère que ça sera un peu plus sympa. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes acheté au mois d'avril. Moi, je pense que je vais craquer mon PEL au mois de mai. Mais j'ai beaucoup de choses qui me font envie. J'ai fait ma liste pour Westurland et pour, on va dire, les Imaginales avec des titres qui m'intéressent particulièrement. Et je vous souhaite pour l'heure de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.